Benadi, je vais animer cet atelier. Je vous invite à utiliser le chat du Zoom pour communiquer. En tout cas, merci à tous de participer à cet atelier. Je vais me présenter très brièvement. Je suis donc Anne Benadi. Je m'occupe de coordonner l'ensemble des actions du groupe AFNOR sur la thématique de l'économie circulaire et de l'environnement. Et donc, je vais animer cet atelier sur l'économie circulaire, vous parler de normalisation et de labellisation en matière d'économie circulaire. Et puis, je vous ferai un petit focus en fin d'intervention sur ce qui se passe dans la filière Modelux en termes de normalisation. D'abord, donc le groupe AFNOR, c'est 4 métiers. 4 métiers. Le premier métier, c'est le métier historique, métier de la normalisation. Donc, la normalisation, c'est tout d'abord réunir les acteurs économiques qui ont besoin de référentiels standardisés. Je vois qu'on me demande si je vous enverrai le support après l'atelier. Oui, bien sûr, je vous l'enverrai après l'atelier. Donc, effectivement, la normalisation, c'est la construction par l'ensemble des acteurs économiques de documents harmonisés. Et nous, AFNOR, nous sommes donc opérateurs français du système de normalisation. Cela veut dire que nous produisons des normes pour les acteurs économiques français, mais surtout, le gros de notre travail, c'est de représenter les acteurs économiques français auprès des instances européennes et internationales de normalisation, puisque 90% des normes qui existent en France sont issues de travaux européens ou internationaux. Les marchés sont tellement internationalisés que les normes franco-françaises répondent peu aux besoins des acteurs économiques. Deuxième métier, l'édition. Donc, c'est un métier qui est complètement connexe à celui de la normalisation. À l'origine, c'était la mise à disposition des normes. Désormais, c'est plutôt une activité de développement de solutions informatiques, à la fois d'accès aux normes, mais aussi d'accès à des outils de veille, d'auto-évaluation et d'outils effectivement d'information, à la fois sur les normes, sur les réglementations. Troisième métier, celui-ci dans le domaine concurrentiel, c'est la formation. La formation et l'accompagnement autour des métiers QSE historiquement, donc qualité, sécurité, environnement, mais aussi globalement autour de la performance des organisations. Et enfin, dernier métier, et non des moindres, AFNOR Certification, donc qui est un opérateur d'évaluation et de certification et qui est à même de délivrer des certifications de systèmes de management, également des évaluations du type label RSE, également des certifications de compétences pour les personnes qui souhaitent valoriser leurs compétences, des certifications de produits et ou de services. Voilà pour les 4 métiers du groupe AFNOR. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons passer 7h30 à parler d'économie circulaire. Je vais vous faire une petite phase d'introduction, donc pourquoi a émergé le concept d'économie circulaire. Puis, je vous présenterai la première norme qui traite de ce sujet, qui est une norme outil de management et qui nous a permis de prendre un leadership au niveau international. Ensuite, j'irai dans le cœur de cette norme, donc je vous présenterai le contenu de cet outil d'organisation. Et enfin, je vous présenterai effectivement les suites données spécifiquement au domaine mode et luxe et les solutions pour passer à l'action avec le groupe AFNOR. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à me poser des questions en utilisant l'outil de chat. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Je crois que vous êtes une petite dizaine, vous êtes 14, voilà. Donc, n'hésitez pas, j'essaierai de rendre l'animation la plus interactive possible. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'interrompre avec vos questions. Tout d'abord, donc, le concept d'économie circulaire. Ce concept, il émerge effectivement, il est issu d'un constat qui est que la population mondiale a triplé en 70 ans. La consommation d'énergie, d'eau douce ont été décuplées également dans cette même période. Et donc, l'impact, le besoin de consommation de ressources que nous avons augmente avec le développement de l'humanité. Donc, on voit aussi ici, par exemple, sur la gauche, l'augmentation exponentielle de la consommation de pétrole, alors qu'on sait très bien que c'est une ressource qui se raréfie ou dont l'accès va être rendu de plus en plus difficile.
le schéma au milieu, c'est le schéma qui montre effectivement le jour du grand dépassement, le jour du dépassement de la consommation de nos ressources. Et donc, si toute l'humanité vivait comme les pays développés, il faudrait plus de 2 planètes pour fournir en biens, en aliments, en plastique, en pétrole, toute l'humanité. Donc, on voit bien qu'on atteint les limites de notre modèle de développement actuel. Donc, effectivement, c'est de ce constat que sont nés les concepts d'économie circulaire, puisqu'il y a plusieurs définitions d'économie circulaire, mais je vais vous en présenter une qui est celle qui est portée par la France au niveau international. Une définition de l'économie circulaire, alors la manière la plus simple de comprendre en quoi ça consiste, c'est effectivement de l'opposer à l'économie linéaire, donc le modèle économique dans lequel nous évoluons actuellement, qui consiste à extraire les ressources, les transformer, les utiliser, puis les jeter, sans considération de l'impact de ces ressources, enfin de l'utilisation de ces ressources, à la fois sur le changement climatique et sur les écosystèmes. Donc l'économie circulaire, ça consiste effectivement à maintenir le plus longtemps possible les ressources que nous utilisons dans le système économique, de telle sorte qu'elles ne soient pas jetées, qu'elles soient exploitées au mieux, et bien entendu en diminuer l'emprise, tout en développant le bien-être des individus. Donc ça, c'est une définition qui a été proposée par l'ADEME et qui est reprise dans la norme XP X39101. Cette définition, donc, elle dit bien qu'il faut que nous soyons plus vigilants à réduire notre impact sur les ressources, mais qu'il faut que dans ce même temps, nous continuions de contribuer au développement humain. Donc, il y a des enjeux de développement durable derrière ces concepts. Un petit schéma très simple pour vous expliciter quelque chose qui est assez commun, qui est assez couramment assimilé. On assimile souvent l'économie circulaire à l'économie du recyclage. Or, l'économie circulaire, dans son assertion la plus parfaite, voudrait qu'on ait aucun déchet, qu'on ne produise plus aucun déchet, tout comme la nature. Hein, dans la nature, les écosystèmes ne produisent pas de déchets. Tout ce qui arrive en fin de vie sert de nutriments ou de matériaux pour d'autres écosystèmes, d'autres organismes vivants. Donc, l'économie du recyclage, c'est une économie qui vise à diminuer la quantité de déchets produits, mais qui n'a pas la même finalité, à savoir de maintenir vraiment le plus longtemps possible toutes les ressources dans le système économique. Alors, là, on va rentrer dans le cœur du concept de l'économie circulaire. Effectivement, comment est-ce qu'on active l'économie circulaire? Ça, c'est l'ADEME qui a mené des travaux de recherche depuis le début des années 2010 pour identifier 7 domaines d'action. 7 domaines d'action qui se retranscrivent dans 3 grands piliers. L'offre des acteurs économiques, donc on voit à droite en bleu, en bas la partie comportement des consommateurs, et en haut à gauche, la partie gestion des matières en fin de vie et recyclage. Donc, ces 7 domaines d'action, on va les étudier plus en détail, sachant qu'ils sont interdépendants les uns des autres, vous le verrez. Le premier domaine d'action, l'approvisionnement durable. Donc, il s'agit ici d'agir sur l'exploitation et l'extraction des ressources, faire en sorte de le faire de façon le plus efficace possible, de limiter l'impact sur l'environnement au moment de l'extraction, au moment de la production, au moment de l'approvisionnement. Et donc là, on agit au niveau des achats, qu'il s'agisse d'achats publics ou privés. Et donc, ici, il s'agit effectivement de faire en sorte que lors de son approvisionnement, on ait pris en compte à la fois les impacts environnementaux et sociétaux des produits qu'on achète, mais également qu'on réfléchisse en coût complet, qu'on ne s'attache pas uniquement au prix d'achat, mais également au coût des externalités négatives environnementales et sociétales de ces achats. L'éco-conception, donc là, c'est au niveau de la conception du produit, du développement de produits ou de services. L'éco-conception peut s'appliquer à des services. Donc, ce principe, ce concept vise à aborder l'ensemble des étapes du cycle de vie du produit, donc à savoir bien sûr l'assemblage, le transport et l'usage, mais également la fin de vie, l'extraction des matières premières et la fabrication. Et donc, on va essayer, par ce domaine d'action, de limiter les impacts environnementaux et sociétaux, dans l'idéal, à chaque étape du cycle de vie du produit ou du service.
Donc, pour mener à bien des projets d'éco-conception, il y a des guides, donc notamment la norme NFX 30264, qui est un guide de management de projets d'éco-conception. Et on peut également, quand on veut, quand les outils méthodologiques et les bases de données existent, mener des analyses de cycle de vie, ou ACV, qui permettent de calculer précisément l'impact environnemental de chaque étape du cycle de vie du produit. Troisième domaine d'action, qui est connu sous le nom de écologie industrielle et territoriale, qui a été renommé par les membres de la commission symbiose industrielle, mais ça consiste en la même chose. La symbiose industrielle, c'est effectivement la façon dont un site industriel ou un site tertiaire va mutualiser ses flux de matière, de ressources ou ses flux humains parfois, de telle sorte à ne pas gaspiller ces flux, qu'il s'agisse d'énergie, qu'il s'agisse d'eau, qu'il s'agisse de déchets également. Donc, le IT, un exemple de IT, c'est par exemple les eaux usées qui peuvent être valorisées par d'autres sites industriels voisins. C'est par exemple la méthanisation de déchets organiques, donc qui permet effectivement sur des zones agricoles, de production agricole, de transformer les déchets agricoles en source d'énergie. L'économie de la fonctionnalité, donc ça c'est un concept assez récent, mais qui a déjà fait ses preuves pour certains secteurs d'activité. Il s'agit effectivement, au lieu de vendre un bien, la possession d'un bien, on va vendre plutôt l'usage d'un bien. Et donc le contrat va connecter à la fois le producteur et l'usager, l'utilisateur, de telle sorte à ce que le propriétaire du bien reste le fabricant. Par exemple, donc on mentionne Philips qui vend des heures d'éclairage, alors qu'avant il vendait des ampoules. En fait, Philips maintenant vend des prestations de services où il reste propriétaire des systèmes d'éclairage et il s'engage vis-à-vis de son utilisateur à diminuer la consommation d'énergie en assurant une maintenance régulière des systèmes d'éclairage, en proposant des innovations, de telle sorte à ce que à la fois le propriétaire, donc Philips, et son client usager soient satisfaits et génèrent des économies. Michelin également est un cas d'école en matière d'économie de fonctionnalité, puisque pour les grands transporteurs routiers, ils ne vendent plus des pneus, mais ils vendent des kilomètres à rouler. Et donc, Michelin reste propriétaire de ces pneus qu'il peut ensuite rechapper, c'est-à-dire remettre en état régulièrement. Et il peut également sensibiliser les conducteurs routiers à une conduite plus douce, de telle sorte que ces pneus s'usent moins vite. Donc, c'est un système gagnant-gagnant. Je vous ai placé un exemple d'économie de la fonctionnalité qui est assez innovant dans le domaine de la mode, qui est le groupe Eram qui a lancé l'atelier Bocage, qui a mis en place un système de location de chaussures, donc qui permet de renouveler pour l'usager ses chaussures régulièrement. Et ça permet également au groupe Eram de récupérer ses chaussures, de les remettre en état et de ne pas consommer inutilement de la matière. Donc ça, c'est un domaine d'action qui est très intéressant. Le domaine d'action suivant est également très intéressant. Il s'agit de la consommation responsable, mais vous allez voir qu'il est connecté au précédent, aux 3-4 précédents, puisqu'en fait, pour la consommation responsable, il s'agit d'informer le consommateur, de faire en sorte que le consommateur ait une information éclairée sur les impacts environnementaux et sociétaux du produit qu'il achète, et donc de le sensibiliser effectivement à acheter des produits plus vertueux en matière environnementale et sociale. Donc, pour informer le consommateur de ses vertus, des vertus de son produit, eh bien, il faut, par exemple, mener une analyse du cycle de vie pour pouvoir afficher une note environnementale sur son produit. Il faut peut-être prétendre à un écolabel ou un label ENF Environnement. Donc, ça veut dire qu'il faut concevoir un produit donc éco-concevoir un produit de telle sorte à ce qu'il limite effectivement ses impacts environnementaux. Donc, la consommation responsable est intrinsèquement lié au domaine d'action précédent.
Ensuite, allongement de la durée d'usage. Donc là, il s'agit effectivement de maintenir le plus longtemps possible les produits une fois qu'ils ont une première vie dans l'économie. Donc il y a 3 manières d'allonger la durée d'usage: la réparation, le réemploi et la réutilisation. Donc la réparation, on voit à peu près tous en quoi ça consiste. Le réemploi et la réutilisation, c'est un peu plus subtil. Donc le réemploi, il s'agit de toutes les opérations qui permettent de remettre sur le marché des produits, des substances ou des matières dans un même usage. Donc, ça veut dire qu'on va, par exemple, prendre une porte d'entrée d'un immeuble, on va la démonter, on va la remettre en état et puis on va la revendre. Et la réutilisation, donc là, c'est ce qui s'appelle aussi l'upcycling en anglais. Donc là, la matière, la substance ou le produit est complètement transformé et a un nouvel usage en seconde vie. Enfin, le 7e domaine d'action, où on retrouve le recyclage. Vous voyez bien que l'économie circulaire ne se limite pas au recyclage. Le 7e domaine d'action, c'est la gestion efficace des matières et des produits en fin de vie. C'est-à-dire que là, on va utiliser effectivement cette pyramide de hiérarchisation. Bien entendu, on va prévenir la production de déchets. Ensuite, on va voir si on peut réutiliser, réemployer ou réparer ce produit avant qu'il devienne un déchet. On va activer en 3e lieu le recyclage, valorisation énergétique en 4e, incinération en avant-dernier et enfouissement, c'est le dernier mode de traitement des matières ou des produits en fin de vie et qui est celui qu'on doit éviter le plus possible. Donc effectivement, il s'agit ici de l'action de tous les acteurs de la transformation de déchets et d'upcycling. Donc, on voit bien également que l'efficacité de ce domaine d'action est optimisée si l'entreprise, si l'acteur a agi en faisant de l'éco-conception, s'il existe une filière de collecte, de démantèlement, de tri, etc. Et donc, en fait, on voit bien que c'est une opération qui est finalement la dernière roue, la dernière boucle de l'économie circulaire et qu'on doit faire en sorte de limiter au maximum, d'arriver à ce dernier stade. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Non, pas de questions. Alors, je vais passer très brièvement sur le contexte réglementaire. Tout ça pour vous montrer qu'en fait, il y a une conjonction des planètes pour basculer vers l'économie circulaire. Donc, il y a une loi qui a été promulguée en février dernier en France, qui s'appelle la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui comporte près de 130 articles. C'est une loi très dense et qui vise effectivement à sortir du plastique jetable, à mieux informer les consommateurs, à lutter contre le gaspillage, à agir contre l'obsolescence et à mieux produire. Donc, ces 5 grandes orientations sont ensuite déclinées en plusieurs articles. Les 2 qui me semblent les plus intéressants pour la filière mode, c'est effectivement la méthodologie d'affichage environnemental qui doit s'appliquer de façon volontaire dans un premier temps, puis probablement dans les prochaines années de façon obligatoire sur l'industrie textile. Et deuxième point, c'est l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires, c'est-à-dire l'interdiction de la destruction des stocks notamment de vêtements qui seraient invendus. Donc, cette loi française, elle s'inscrit bien sûr dans un contexte européen plus global qui s'appelle donc le Green Deal européen et qui est accompagné d'un plan d'action économie circulaire. Donc, il y a aussi des directives européennes qui s'inscrivent, qui se traduisent dans la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Donc, on voit bien que là, la réglementation se renforce, se resserre. La normalisation, elle, c'est une action, une démarche volontaire. Donc, c'est en ça qu'on fait souvent le parallèle entre réglementation et normalisation. Mais les normes, elles sont construites de façon volontaire par les acteurs économiques et elles leur permettent d'anticiper et d'être mieux armés au moment où les réglementations plus rigides et plus exigeantes tombent.
Donc, cette norme, elle a un joli nom, XPX 3901. Pour vous expliquer comment on façonne les normes, effectivement, les normes, elles peuvent être de plusieurs sortes. Ça peut être des normes de ligne directrice, donc des normes qui donnent des bonnes pratiques. Ça peut être des normes de prescription technique, également des prescriptions qualitatives, et elles s'appliquent à tout un ensemble de produits, de services, etc. Elles sont produites car elles répondent à un besoin des acteurs du marché. Ce sont eux qui rejoignent les commissions de normalisation, qui proposent les sujets sur lesquels ils ont besoin d'outils harmonisés. Ce sont eux qui travaillent sur le contenu des documents et puis ensuite ils l'appliquent de façon volontaire. Ils s'y réfèrent de façon volontaire ou non. Donc, cette norme XPX 3901, elle a été publiée en octobre 2018, donc après 8 mois de travail par une commission de normalisation qui réunissait près de 50 participants. Donc, MTES, c'est le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'ADEME, AURE, l'INEC et l'Institut européen d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc ça, c'est pour la partie institutionnelle et expert. Il y a également des acteurs privés, donc Target, Italpolina, etc., qui ont rejoint le groupe de travail et qui ont planché sur la production de ce document. Donc, lorsqu'on produit une norme, on s'assure toujours à ce qu'il y ait des représentants des différentes parties prenantes, donc à la fois des pouvoirs publics, des acteurs privés, des ONG ou des représentants des consommateurs, de telle sorte à ce que le document réponde vraiment aux besoins de l'ensemble de ces parties prenantes. Cette norme, elle nous a permis en 2018, dès sa publication, dès octobre 2018, de proposer au niveau international la création d'un groupe de travail qu'on appelle comité technique. Donc, ISO-TC, ça veut dire Technical Committee. Le numéro, c'est le numéro de code de ce comité technique, comité technique 323. Et il y a eu un très fort engouement. Habituellement, quand on propose de monter un comité technique, il y a 15, 20, 30 pays qui acceptent de rejoindre le tour de table et qui se disent oui, nous aussi, on a besoin d'un document mondial harmonisé. Là, il y a eu, au départ, il y a eu une cinquantaine de pays et puis là, depuis, ça a encore augmenté. Il y a plus de 80 pays qui sont impliqués. En bleu, ce sont les pays membres et en orange, ce sont les pays observateurs. Donc, ils ont un droit d'observation, ils participent aux réunions, mais ils n'ont pas de droit de vote, sachant qu'ils peuvent décider de devenir participants quand ils veulent, à partir du moment où ils sentent qu'il y a un besoin pour eux d'affirmer une position différente. Je vois qu'il y a une question. Existe-t-il une commission de normalisation sur les projets d'affichage produit des impacts CO2? Alors, sur les impacts CO2, en fait, il y a eu dans les années 2010-2012 des travaux qui ont été menés par l'AFNOR avec l'ADEME pour produire des référentiels effectivement de mesure des impacts CO2 et autres des produits. Donc ça, ce sont des travaux qui ont été menés de 2012 à 2015 à peu près. Et donc, il y a des référentiels qui existent déjà sur les impacts environnementaux en général. Sur les impacts CO2, en fait, le bilan carbone, c'est un outil qui permet effectivement de mesurer les impacts CO2. Je ne suis pas certaine qu'il existe à ce jour une nouvelle commission de normalisation qui travaille sur le sujet, puisqu'effectivement, les référentiels existent déjà, en fait. Lorsqu'on fait un affichage environnemental, on peut choisir d'afficher quel impact on va mettre en avant sur son produit, qu'il s'agisse de CO2, d'emprise de rejet type azote. Je n'ai plus en tête, je crois qu'il y a 7 ou 8 types d'impacts. Des impacts eau également, on peut les afficher sur ces produits. Et donc là, il existe des référentiels qui permettent de calculer l'ensemble de ces impacts. Je reviens sur l'histoire de mon comité technique. Donc, comme je vous le dis, il y a plus de 80 pays qui participent à ce travail désormais. L'idée, l'objectif de la France, effectivement, à l'origine, c'était de promouvoir une vision française de l'économie circulaire au niveau mondial, puisque certains pays ont identifié 3 domaines d'action dans l'économie circulaire, d'autres 13. Certains sont très axés sur le recyclage et ne voient pas forcément d'intérêt à aller vers l'économie de la fonctionnalité.
Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir le leadership pour défendre cette position française très orientée développement durable de l'économie circulaire. Et le deuxième objectif, non des moindres, c'est effectivement d'élaborer plusieurs documents normatifs, d'avoir une boîte à outils qui permettent à toutes les organisations de basculer à l'économie circulaire. Donc, chaque entreprise, chaque acteur peut rejoindre la commission miroir française pour suivre les travaux, y contribuer, apporter sa pierre à l'édifice, si je puis dire, et défendre sa propre perception. Alors, la réglementation sur les informations qui seront affichées est-elle bien définie? Là-dessus, c'est une question, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. En revanche, je sais qu'il y a je vais vous donner ici le lien, il y a une webconf sur l'affichage environnemental le 27 octobre. Et là, je pense que vous pourrez poser cette question plus précise sur voilà, ce qu'exige la réglementation en termes d'informations à afficher. Je vous enverrai le lien en même temps que le PowerPoint. Alors, donc voilà, comme je vous le disais, le groupe de travail TC ISO, il s'est monté pour produire non pas un, mais plusieurs outils. Donc, pour ce faire, ils ont monté 4 groupes de travail qui sont animés par différents pays. Nous avons le secrétariat général, donc nous faisons la coordination globale de tous ces groupes de travail et nous animons deux groupes de travail spécifiques. Le premier sur les principes, la terminologie, la définition et les outils de système de management. Nous animons également avec le Brésil le dernier groupe de travail, donc sur des sujets plus spécifiques. Donc là, on reprend l'économie de la fonctionnalité, l'approche territoriale de l'économie circulaire. Et il y a également 2 autres groupes de travail qui travaillent sur des guides pour la mise en œuvre, des guides sur les modèles économiques, la chaîne de valeur, l'éducation, les achats. Et enfin, 3e groupe de travail piloté par les Pays-Bas qui travaille sur la mesure de la circularité, c'est-à-dire quelles vont être les manières d'évaluer, reconnues par tous, la meilleure façon d'évaluer, de mesurer la circularité d'un produit, d'un État, d'une organisation, etc. Donc, ces travaux ont démarré, ils ont lieu actuellement. Les premiers documents sont attendus pour dans 1 an. Donc, si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, c'est vraiment le bon moment pour rejoindre les groupes de travail et la commission française. À ce titre, voilà, je vous ai mis un lien, une webconférence qui a eu lieu, qui a été animée par AFNOR Normalisation le 22 septembre dernier, qui vous donnera beaucoup plus de détails sur les modalités, sur le contenu de ces travaux et les modalités pour rejoindre ces commissions. Alors, revenons sur cette norme XP X30 901. Donc, c'est une norme française, XP parce qu'elle est expérimentale, elle a été produite rapidement, donc elle n'est pas encore homologuée comme norme NF, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle XP. C'est une norme de système de management de projet d'économie circulaire. Donc, système de management, pour ceux qui sont familiers du management de la qualité, donc avec ISO 9001, ou du management de l'environnement avec ISO 14001, c'est une norme qui est intégrable avec ces approches de système de management, avec des principes d'amélioration continue. Donc, la particularité de cette norme par rapport aux normes de système de management ISO 9001, c'est qu'elle s'applique à un projet. ISO 9001, en général, ça s'applique à une organisation pour l'ensemble de ses activités ou pour une partie de ses activités. Là, on va parler de projet et par projet, on entend toute ambition de changement. Donc, par exemple, un projet que nous avons évalué, ça va être un projet de développement de produits circulaires, donc recyclés, recyclables, qui permet, avec une filière mise en place, de garder la matière dans l'économie. Donc voilà, ça c'est un exemple de projet. Un autre exemple de projet, c'est une transformation fondamentale du modèle économique d'une entreprise qui effectivement, elle a souhaité modifier complètement son mode de fonctionnement parce qu'elle s'est rendue compte que tous ces produits étaient à base de pétrole et qu'à un moment donné, il fallait anticiper, se préparer à l'après-pétrole. Et donc, elle a souhaité effectivement changer complètement son modèle économique. Donc, comme je vous le disais, c'est une norme de système de management, donc elle donne des étapes
que les organismes doivent mettre en œuvre pour s'assurer que le projet contribue réellement à une transition vers l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'il va permettre de maintenir les matières et les produits dans l'économie, bénéficier au développement humain, mais également limiter les transferts d'impact, ou ce qu'on appelle les effets rebonds. Donc, pour son contenu, c'est une structure HLS, donc High Level Structure. Donc, ça veut dire qu'elle a exactement la même structure que les normes ISO 9001, ISO 14001 sur l'environnement, 45001, c'est pour la santé sécurité, 50001, c'est pour le management de l'énergie. Donc, elle a la même structure, ce qui permet de l'intégrer plus facilement. La particularité, c'est qu'elle donne effectivement au chapitre 4 les définitions des domaines d'action de l'économie circulaire et de leur finalité, c'est-à-dire à quoi ça sert en termes environnemental, en termes économiques et en termes sociétal. Et particularité également, elle a une annexe très riche qui permet de se questionner, de se poser plein de questions sur est-ce que mon projet fait réellement économique viable tout en limitant mon impact environnemental et en améliorant mon impact sociétal. Donc, c'est vraiment une norme outil pédagogique de questionnement. Je vous parlais des finalités. Donc, le chapitre 4, les finalités de l'économie circulaire, on les voit, c'est vraiment donc le chapitre économique, donc augmenter l'efficacité dans l'utilisation des ressources, également sociétale. Donc, cette norme, elle demande effectivement de prendre en compte la contribution des projets à ces trois dimensions du développement durable, le pilier environnemental, économique et sociétal, en mesurant les éventuels transferts d'impact entre les différentes dimensions et les différents domaines d'action. Alors, ce schéma, il fait très peur au début, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous le commenter. C'est le résumé de ce qu'il y a dans cette norme. On voit en haut les domaines d'action, donc les 7 domaines d'action de l'économie circulaire. Au milieu, la flèche jaune, c'est le projet d'économie circulaire. Et dans cette flèche jaune, on voit ce qu'on appelle, nous, la matrice 3x7, ou ce qui s'appelle, en dessous, on voit cartographie de la situation de référence. Donc, cette matrice 3x7, c'est au moment de la conception du projet ou en cours de projet, si le projet est déjà lancé, on va bâtir cette matrice de questionnement et interroger chacun des domaines d'action pour mesurer leurs impacts environnementaux, économiques et sociétaux, et voir si on peut activer un domaine d'action supplémentaire qu'on n'aurait pas encore identifié pour encore améliorer la circularité du projet. Donc voilà la matrice 3x7, c'est vraiment le cœur de cette norme, c'est vraiment l'outil de réflexion et qui permet de bien poser les choses avant de passer à l'action. Et en dessous, on voit les livrables associés à chaque étape du projet et bien entendu les étapes qu'on appelle les étapes du PDCA, Plan, Do, Check, Act, qui sont familières de tous les utilisateurs des normes de système de management. Alors, nous avons interrogé les participants de la commission de normalisation pour qu'ils présentent effectivement comment eux ont utilisé cette matrice 3x7 et cette norme de management de projet. Vous voyez par exemple, donc, le Target a intégré l'économie circulaire dans sa stratégie complètement. Flexink, lui, a fait un développement de produits en économie de fonctionnalité. Suez a utilisé cette norme sur un centre de tri au Maroc en impliquant les travailleurs qui n'étaient pas des collaborateurs de Suez, donc en ayant un impact sociétal fort auprès des bifins marocains. Le projet Le 11, c'est un projet de construction. Italpolina, c'est un acteur de l'agro qui produit des engrais organiques. Et voilà, donc vous voyez la diversité des utilisateurs de cette norme. Chacun peut y piocher des idées et des initiatives et fixer soi-même le projet, l'ambition du projet qu'il souhaite mettre en œuvre pour démarrer ou pour s'engager plus largement dans l'économie circulaire. Et donc, on voit ici ce qu'ils en disent, les résultats concrets. Donc, pour l'un, c'est effectivement des résultats concrets environnementaux, économiques et sociétaux. Au milieu, on voit l'exemple de la matrice 3x7 qui a été remplie par Suez et donc qui a tenté de compléter effectivement chaque domaine d'action et chaque impact
vous voyez qu'il y a des trous dans cette matrice. Donc, effectivement, l'exigence de la norme, ce n'est pas de remplir absolument toutes les cases de la matrice 3x7, mais plutôt de se poser la question de savoir si on mène une action qui a un impact environnemental en activant tel domaine d'action, eh bien, quel impact ça va avoir et est-ce que c'est pertinent à ce stade de le mettre en œuvre. Donc, pour conclure sur le contenu de ce document, cette norme, elle aide à structurer un projet. Donc, c'est vraiment une norme de questionnement qui aide à structurer un projet, à fixer les étapes, à activer également les différents services d'une entreprise. On voit que quand on va mener une action d'approvisionnement durable ou une action d'information aux consommateurs, il y a des passerelles qui se font, mais ce ne sont pas les mêmes services dans l'entreprise qui vont être pilotes. Donc, elle pousse à réfléchir avant d'agir pour permettre d'identifier les risques de transfert d'impact, mais également les bénéfices ou les risques à changer de modèle. Elle s'intègre, comme je vous l'ai dit, au système de management des organisations. Elle a une très forte dimension pédagogique, donc elle permet de s'acculturer au sujet de l'économie circulaire, de comprendre concrètement comment on peut activer un domaine d'action ou un autre et quel impact ça va avoir sur l'environnement, sur la société et quel impact économique. Donc ça, c'est très important. Et bien entendu, voilà, elle favorise la valorisation des bonnes pratiques et leur partage. Donc, vous pouvez vous procurer cette norme. Elle fait une 50aine de pages sur la boutique Hafner Édition. Je vous ai mis le lien ici. Ensuite, on va passer à la filière mode et luxe. Donc, je pense que c'est la partie qui vous intéresse au plus haut point. Donc, effectivement, en fait, la normalisation n'a pas une commission de normalisation sur la mode responsable. En revanche, on travaille de concert avec la filière mode et luxe, notamment sur les sujets d'information aux consommateurs, par exemple, sur les nouvelles formes du numérique, la blockchain également. Donc, la filière mode et luxe a émis le besoin d'identifier si les acteurs économiques français avaient besoin d'outils harmonisés pour basculer à l'économie circulaire, mais plus généralement pour mener à bien le Fashion Pact, par exemple. Donc, le parallèle a été fait avec un des comités stratégiques d'AFNOR qui travaille spécifiquement sur les biens de consommation. Et dont l'un des axes prioritaires, c'est mieux protéger le consommateur. Donc, mieux le protéger, c'est mieux l'informer. C'est également l'informer sur la responsabilité sociétale des producteurs. Et donc, avec l'appui du comité stratégique de filière, donc du CSF Mode et Luxe, une rencontre exploratoire a été menée le 12 mars dernier, donc juste avant le confinement, où près d'une centaine de participants sont venus à la fois savoir qu'est-ce qui se passait en termes également, faire part de leurs besoins plus généraux sur les évolutions du marché et les nouveaux outils harmonisés qui seraient nécessaires de développer pour répondre à ces besoins. Donc, il y a eu des ateliers de co-construction, de récolte des besoins, et 3 pistes de travail principales ont émergé. La première, c'est effectivement un positionnement au niveau ISO sur la durabilité des produits textiles. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer un produit on peut dire que son produit est durable, mais comment est-ce qu'on le mesure et comment est-ce qu'on le vérifie? Donc ça, c'est un projet qui serait porté au niveau international, puisqu'on le sait tous, la filière mode n'est pas limitée aux frontières françaises. Et donc, c'est bien au niveau ISO qu'il faut définir des règles communes de qu'est-ce qu'un vêtement durable, qu'est-ce qu'une chaussure durable. Ensuite, deuxième axe, c'est la norme que je viens de vous présenter sur l'économie circulaire, c'est la norme XPX30 901. Comme je vous l'ai dit, elle s'inspire de tous les utilisateurs et de tous les membres de la commission qui sont de secteurs divers et variés. Et donc, peut-être qu'il y a une nécessité d'en faire une déclinaison sectorielle spécifique au secteur, à la filière textile et au secteur de la mode, avec probablement des expérimentations locales à mener, de telle sorte à produire des documents qui soient encore plus pédagogiques et encore plus adaptés à cette filière. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de travaux, n'hésitez pas à vous manifester. Et enfin, troisième axe, qui n'est
n'est pas forcément lié à l'économie circulaire, mais qui est un besoin exprimé par les acteurs de la filière mode. C'est la co-construction d'un référentiel privé qui permettrait de valoriser le marquage d'origine des produits non alimentaires. Donc, comment faire pour que le made in quelque part soit réellement un made in quelque part et pas juste j'ai collé la dernière étiquette en Italie ou en France et donc je peux me targuer d'un made in France ou d'un made in Italie. Donc là, c'est effectivement une idée de faire en sorte que les AOP, donc les appellations d'origine protégée ou les indications d'origine géographique puissent se traduire au niveau français. Enfin, au niveau, pardon, puisse se traduire, excusez-moi, au niveau des produits textiles. Alors, dernier grand axe, comment est-ce qu'on passe à l'action avec le groupe AFNOR? Vous avez vu, on a plusieurs métiers. Le premier, effectivement, je vous en ai beaucoup parlé, c'est la commission de normalisation sur l'économie circulaire. Vous pouvez très bien rejoindre la commission française et puis rejoindre la délégation française qui va ensuite aux réunions internationales pour influencer votre position, faire en sorte d'affirmer votre expertise et de la valoriser en échangeant avec ceux qui font les normes. Et vous pouvez également, côté normalisation, expérimenter les documents normatifs et puis partager vos retours d'expérience. Ensuite, autre action que vous pouvez mener, évaluer votre maturité et puis transformer vos activités. Donc là, c'est l'antenne, la filiale AFNOR Certification du groupe AFNOR qui, à la sortie de la norme XP X3901, a eu des demandes d'entreprises qui n'avaient pas participé à la commission de normalisation et qui avaient dit « mais moi, j'en fais déjà de l'économie circulaire et je veux le faire savoir à mes parties prenantes par un expert, par un regard tiers indépendant ». Et donc, AFNOR Certification a développé le label AFAC Économie Circulaire sur la base de la norme XP X3901. C'est une évaluation donc tierce partie, c'est un expert indépendant, un auditeur indépendant qui va venir mesurer la façon dont vous avez appréhendé la matrice 3x7, la façon dont vous avez identifié votre projet d'économie circulaire et dont il sert effectivement les 3 piliers du développement durable. Et ça vous permet effectivement de valoriser vos démarches vis-à-vis de vos parties prenantes. Donc, effectivement, ça vous aide aussi à prioriser vos actions. Tous les bénéfices sont ici, prioriser ces actions, optimiser la maîtrise de ces risques, améliorer également la maîtrise de ces processus, développer sa résilience, sa capacité d'anticipation, de résistance. Donc, c'est effectivement anticiper les enjeux, les perspectives réglementaires qui vont se renforcer, anticiper les évolutions du marché, anticiper l'enchérissement des coûts des matières. Donc, c'est être en avance sur son temps. Préparer effectivement la réponse aux nouveaux modes de consommation, de production, et donc effectivement améliorer en cela la mobilisation de ces parties prenantes, etc., etc. Pour réussir cette évaluation, il y a 7 étapes clés. Et la première, c'est effectivement de bien définir quel projet on va soumettre à l'évaluation tierce partie. Donc, c'est un enjeu qui est très fondamental puisque c'est ce projet-là qu'on va évaluer. Ce n'est pas l'entreprise, ce n'est pas ce qu'elle fait à côté du projet, c'est vraiment le projet qu'on va venir évaluer qui va figurer sur le label, sur le libellé du label. Donc, effectivement, il faut définir un référent, un pilote de projet, communiquer en interne et expliquer la démarche, recenser ses pratiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait déjà en faveur de ce projet? Remplir cette matrice 3x7 en activant l'ensemble des services de l'entreprise. Au regard de ces pratiques, de cette matrice 3x7, on va identifier là où on a des actions à mener pour améliorer le projet, pour mesurer l'efficacité. Donc, on va définir ses objectifs, ajuster son organisation, suivre ses résultats, donc ses indicateurs de succès ou d'échec, et enfin engager la certification. Donc, je vous ai mis ici d'autres liens à télécharger. Le premier, c'est le guide de l'évaluation AFAC Économie Circulaire qui vous détaille aussi chapitre par chapitre le contenu de la norme XP X3901 et qui vous permet de voir quels modes de preuve peuvent être attendus lors d'une évaluation AFAC Économie Circulaire. Ce guide, il a été co-construit avec l'INEC et donc il vous donne également des indicateurs, des pistes d'indicateurs de circularité.
Vous avez ici le replay d'une webconf qui a été menée la semaine dernière pour présenter plus précisément ce guide, bénéficier de témoignages des premières entreprises qui ont été labellisées par Afner Certification. Vous pouvez également vous former, faire un diagnostic de situation, sensibiliser vos collaborateurs et vous former sur l'économie circulaire avec notre filiale Afner Compétences. Plus spécifiquement, nous avons des formations à l'éco-conception et à l'analyse du cycle de vie, également aux achats responsables, mais on peut également développer des formations sur mesure aux besoins. Eh bien, j'en arrive aux questions ou commentaires. Voilà, si vous n'avez pas de questions, qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation? Est-ce qu'elle a répondu à vos interrogations sur ce qui se passe en matière de normalisation? Il y a juste un commentaire de Mathilde qui indique que c'était très clair et qui vous remercie. Bon, il y a un enjeu de pédagogie aussi, je crois, sur la normalisation. Voilà. Une certaine violence. Il y avait aussi peut-être Sonia Totou qui était déjà intervenue. Est-ce qu'elle peut intervenir? Il y a aussi Solène qui lève la main pour poser une question. Voilà. Alors, Madame Van Stratum, vous avez une question peut-être? Je voulais simplement dire que je ne savais pas que l'AFNOR avait un si large spectre. Ah, ok. Vous nous connaissiez par quel angle alors? Vous connaissez l'AFNOR, j'ai découvert l'AFNOR avec, on a beaucoup parlé avec les masques de protection, mais je ne savais pas qu'il y avait un accompagnement et une réflexion qui avait été entamée début mars. Je pense qu'il est très intéressant. Il va falloir encourager un petit peu plus et communiquer un peu plus autour de ça, mais c'est très bien. Voilà. Je pense que. Oui, ok. Merci. Effectivement, on répond aux enjeux de tous les acteurs économiques et donc effectivement, on travaille. Alors à l'origine, l'AFNOR, c'était beaucoup pour les industriels, mais en fait maintenant, on répond aux enjeux de société et donc beaucoup sur le développement durable, et ça peut être sectoriel ou généraliste. Ouais. Donc vous travaillez avec notamment aussi des juristes du secteur de l'environnement, des choses comme ça. Alors, en fait, pas directement. Enfin, il arrive que des juristes rejoignent les commissions de normalisation, mais en fait, il y a vraiment une distinction très nette entre la réglementation, qui est donc contraignante, et la normalisation qui est volontaire. C'est-à-dire que parfois, dans de très rares cas, des normes sont citées dans la réglementation. Par exemple, c'est le cas des normes électriques qui sont d'application obligatoire, mais je crois que ça concerne 1% des normes. Mais la plupart du temps, le législateur ne cite pas de méthode, donc n'impose pas une méthode pour respecter la réglementation. Par contre, la normalisation est une manière rassurante d'anticiper la réglementation et de s'assurer qu'on la respecte. Oui, parce qu'il y a beaucoup de normes dans d'autres secteurs, mais il me semble que dans le secteur du textile, il y a moins de normes, puisque la réflexion n'est pas encore, je dirais qu'on est au début d'une réflexion collective. Donc, oui. Alors, sur le textile, il y a des outils, par exemple, pour l'affichage environnemental. Effectivement, il y a eu des expérimentations et des développements d'un référentiel de calcul d'analyse du cycle de vie spécifique au secteur textile. Donc ça, l'outil existe déjà. Par contre, le fait qu'il soit prochainement imposé par la réglementation, ça, c'est une nouveauté. Ouais. Et c'est une nouveauté et c'est annoncer que ça va être imposé, mais il est possible que le législateur revienne sur cette obligation. D'accord. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Alors, je vois... merci pour cette présentation. Vous nous confirmez donc qu'à ce jour, il n'y a pas officiellement de grille permettant aux enseignes de se tester à l'affichage environnemental. Alors, si, il existe une grille, il existe un référentiel qui est accessible, je crois, sur le site de l'ADEME. Effectivement. Ensuite, il y a actuellement une expérimentation. Donc, l'ADEME lance une expérimentation sur la base de ce référentiel. Donc, tous les acteurs sont invités à utiliser ce référentiel et à tenter de l'explorer, d'afficher ses impacts environnementaux sur ces produits. L'expérimentation doit durer 1 an et demi.
et à la suite de quoi, effectivement, il y aura des conclusions. Sachant que, j'apporte une précision aussi, le référentiel fourni par l'ADEME est un référentiel qui a été construit en France par les acteurs économiques français et expérimenté en France, avec bien sûr la prise en compte du fait que beaucoup de sites de production n'étaient pas en France. Cependant, il y a également en parallèle des démarches d'affichage environnemental au niveau européen qui s'appelle le PEF, PEF, pour Product Environmental Footprint. Et donc, les travaux menés par l'ADEME depuis maintenant plus de 10 ans alimentent les discussions au niveau européen. Donc, si vous participez aux travaux au niveau français, vous allez pouvoir défendre une approche ou une autre au niveau européen. Alors, est-ce que cette norme XPX 3901 est connue des acteurs publics, collectivités territoriales par exemple? Alors, elle est connue entre guillemets, c'est-à-dire que nous faisons des ateliers au sein de nos délégations régionales, nous apportons l'information à tous les niveaux. En revanche, pour les collectivités publiques, l'ADEME a développé un référentiel spécifique qui s'adresse aux collectivités à compétences déchets. Et donc les collectivités sont, je pense, plus au courant du référentiel spécifique collectivité développé par l'ADEME que de la norme XPX 3901. Alors, comment pouvons-nous obtenir ce premier référentiel Je me permets une précision, Oui. au sujet de l'affichage environnemental. Une table ronde, il sera consacré dans le cadre des conférences. Donc, il y a une table ronde qui a lieu le 22 octobre. Vous pouvez retrouver toutes les infos dans le programme sur le sujet, donc, dans laquelle intervient l'ADEME, Decathlon et ID Group, qui sont les deux entreprises françaises qui ont été très actives dans le groupe de travail pour expérimenter et tester cet affichage. Donc, à l'occasion de cette table ronde, vous aurez des compléments d'information sur la démarche et l'état d'avance des différents outils dont vous avez parlé. C'est bien plus détaillé que moi, je pense, effectivement. Non, je pense que c'était très clair. Non, c'était alors, il y a une certaine Sonia qui a levé la main. Je vais vous ouvrir le micro, peut-être. Bonjour. Sonia. Oui, bonjour. Je vous écoute. Je voulais savoir, alors, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien embarquer un peu toute une société sur des projets de transformation. Et je dois avouer que autant les certifications de normalisation permettent de donner un but et des étapes, autant ça ne parle pas au plus grand nombre. Est-ce que vous avez des petits modules d'explication sur tout ce… Il y a beaucoup de normes, tous les ISO, etc. Et ça effraie tout de suite assez vite les gens. Est-ce qu'il y a des modules de… voilà, c'est quoi la certification un peu pour les nuls qu'on puisse faire à tout type de collaborateurs? Oui, alors ça existe. On a développé une petite vidéo très simple qui s'appelle les cupcakes de Léa, que vous allez pouvoir retrouver, je pense, sur le site d'AFNOR Certification, mais je vais essayer de vous le mettre également dans le mail que je vous enverrai à tous. C'est un cas d'école, en fait, pour montrer comment Léa, une petite fabricante de cupcakes, se sert de la démarche ISO 9001 et puis de la certification pour toucher de nouveaux clients, être plus efficace, améliorer ses process, etc. Donc, c'est une vidéo de vulgarisation très simple. Après, pour la normalisation, je crois qu'il y a un serious game qui a été développé pour montrer comment une innovation technique pouvait se servir de la normalisation pour faire en sorte que cette innovation touche les marchés et qu'elle ne reste pas seule dans son coin. Mais rien que la différence… Il y a quelques cas d'école qui sont très intéressants sur… la différence entre normalisation… Rien que la différence entre certification et normalisation, en fait, ça ne parle pas à la majorité des collaborateurs dans une entreprise. Ça va parler aujourd'hui un peu au service qualité. Alors que quand j'entends la norme, justement, sur l'économie circulaire, ça parle d'un projet, donc ça touche un peu tout le monde. Donc, si on a envie que tout le monde soit embarqué, il faut que tout le monde comprenne un peu ce qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, c'est un jargon un peu trop technique pour embarquer. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vulgarise un peu cette approche
Aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de gens disent, on passe notre temps à faire des certifications, mais on ne sait même plus pourquoi, et ce n'est pas forcément un mouvement d'entreprise général, et je pense qu'on a besoin de faire bouger toute l'entreprise. Donc, comment on peut faire ce pont entre ces normalisations, ces certifications, et même moi, je découvre et je ne sais pas exactement quelles sont les différences, et un vrai projet de transformation? Oui, écoutez, vous me posez une colle. Je ne crois pas que j'ai un outil tout prêt à vous présenter, mais c'est une très bonne remarque, effectivement. Comment faire le pont entre la vie d'une norme et la normalisation, et puis son expression en termes de certification. Je précise là, je tiens à préciser, les normes il y a 33 000 normes en France. Et on en supprime 2000 chaque année, on en crée à peu près le même nombre chaque année, donc il n'y a pas de surinflation de normes. Par contre, des normes certifiables, des normes qui donnent lieu à certification, il y en a très peu en fait. Et c'est seulement celles-là qu'on connaît. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de normes qui ne sont pas, qui sont des normes outils, mais qui ne sont pas ou des normes de définition, et qui ne sont pas certifiables. Et donc effectivement, ça peut être intéressant de faire peut-être une vidéo explicative pour bien distinguer tout cela, en fait. Oui. Ok, mais je le note. Je vous remercie. Je vois qu'il y a une réponse qui a été donnée. Donc, la base impact de l'ADEME accessible sur Internet. Donc, ça rejoint effectivement l'affichage environnemental. J'ai vu une remarque sur... je ne sais plus où c'est. J'ai vu une remarque sur le fait que quelle typologie de projet on pouvait... je ne la trouve plus. Quelle typologie de projet on pouvait soumettre à cette norme. Donc, je vais vous envoyer donc, il y a des ressources dont je vais vous envoyer les liens. Donc ici, dans ce PowerPoint, vous verrez des liens vers des webconf qui arrivent prochainement sur la RSE et sur l'économie circulaire. On a mené une grande étude sur les pratiques des entreprises en matière d'économie circulaire. Donc, vous pourrez avoir une restitution de cette étude. Mais je ne le vois plus ici. J'avais des documents ressources, mais je vous les enverrai également. Donc, un document ressources qui précise donc les témoignages des utilisateurs de la norme et sur quel projet ils se sont appliqués cette norme. Je vous invite également, pour en savoir plus sur les projets, à écouter le replay de la présentation du guide d'évaluation à FAC Économie Circulaire, où il y a 3 entreprises labellisées qui ont témoigné et qui notamment expliquent comment est-ce qu'elles se sont lancées, quels projets elles ont identifiés et comment elles ont été jusqu'à la labellisation. Alors, je vois une question là dans l'onglet questions-réponses. Quelles étapes de la normalisation AFNOR sont payantes ou gratuites? Alors ça, c'est une question très spécifique à AFNOR Normalisation. Vous pouvez regarder le replay d'AFNOR Normalisation cette fois-ci pour en savoir plus. Mais pour répondre de façon brève, en fait, pour rejoindre une commission de normalisation, il y a un barème qui est fixé par l'État et qui est en fonction de la taille de la structure. Donc, ce barème est de l'ordre de quelques milliers d'euros pour une commission de normalisation. Par contre, si vous êtes une TPE, vous pouvez aussi prétendre à des aides pour rejoindre cette commission. Et là, le coût, c'est un coût en temps homme qui est demandé. Alors, concernant la norme XP X3901, alors en fait, cette norme, elle a déjà été produite. Donc maintenant, les travaux de normalisation, ils se passent au niveau ISO. Et donc, c'est le même protocole. Hein. Vous rejoignez une commission miroir française qui s'appelle la commission X30M, d'où le nom de la norme. Et donc, c'est pour le prix de rejoindre le prix d'une commission de normalisation. Et là, vous participez aux réunions de travail sur les travaux au niveau international. Voilà. Donc, vous apportez la position française au niveau international. Mais encore une fois, je vous invite à regarder le replay de la webconf organisée par AFNOR Normalisation. Et là, vous aurez plus d'éléments sur les conditions et les modalités pour rejoindre une commission de normalisation. Hop.
Alors, Zakaline, hop, je vous ouvre le micro. Oui, bonjour. Zekia Calin, Société Jules. Je vous remercie pour la présentation. L'économie circulaire, on en entend de plus en plus parler et beaucoup de marques, d'enseignes s'engagent pour un impact positif net sur la nature d'ici 2020-2050, par exemple. Et 100% des produits conçus de manière circulaire. Dans quelle mesure ces objectifs fixés vous semblent atteignables et quels seraient selon vous les plus gros chantiers, les chantiers par lesquels il faudrait démarrer pour atteindre ces objectifs? Donc, vous disiez, il y a l'impact positif sur la nature et 100% de produits circulaires. C'est ça Oui. les types d'engagement. Alors, c'est un peu, c'est délicat pour moi c'est une prise de position personnelle, là, en l'occurrence, mais c'est comme quand on parle de zéro déchet, on attendra la parfaite circularité, c'est quand même une belle, 100% de produits circulaires, c'est quand même quelque chose de très complexe à atteindre, hein, vu d'où on part. En fait, avoir un impact positif sur la nature, ça me paraît plus facile à faire, entre guillemets. Mais c'est vrai que les engagements de ce type, ils nécessitent de passer par des étapes d'abord, qu'est-ce qu'un produit circulaire? Comment est-ce qu'on évalue la circularité d'un produit? Est-ce que c'est au sortir de mon usine ou est-ce que c'est effectivement un produit qui n'a plus de fin de vie, c'est-à-dire qui à chaque fois est recyclé à l'infini? Donc, c'est justement pour ça qu'il y a des travaux de normalisation pour mesurer la circularité, qu'il s'agisse d'un produit, d'un pays ou d'une organisation. Je pense que certains acteurs arrivent à faire des produits 100% circulaires à partir du moment où ils ont la maîtrise de toute la filière. C'est-à-dire, on voit le cas avec Target et Interface qui ont réinternalisé le système de collecte, de traitement et de recyclage, de réutilisation de leurs produits. Donc ça, ce sont des produits qu'on peut dire effectivement 100% circulaires, mais ce sont des choses qui sont complexes à mener lorsque on a des produits qui contiennent des composants très complexes, très divers. Donc, voilà, avoir 100% de produits circulaires, c'est avoir 100% de produits en coton, peut-être exclusivement en coton. J'exagère, mais voilà, ça me semble un engagement difficile à atteindre. Après, par quoi commencer? Faire peut-être l'état des lieux. Alors, moi, ce que j'apprécie dans cette matrice 3x7 que je vous ai présentée, c'est qu'on peut aussi se positionner sur quelle est ma zone de maîtrise. Donc, c'est-à-dire moi, en tant que concepteur de vêtements, si je n'ai pas du tout la maîtrise des usines, comment est-ce que je vais faire pour, sur la chaîne amont, influencer pour améliorer les impacts de mes produits en amont? Donc, quelle est ma zone de maîtrise? Donc là, on va identifier peut-être l'éco-conception ou l'économie de fonctionnalité. Et après, la zone d'influence. Et donc, agir d'abord sur sa zone de maîtrise, c'est la manière la plus simple d'avoir des résultats à court terme et mesurables. Et ensuite, aller vers sa zone d'influence et améliorer ainsi la circularité ou l'impact positif de ces produits sur la nature. Voilà. C'est comme ça que je perçois l'intérêt de cette matrice 3x7. Est-ce que j'ai répondu même partiellement à votre question? Oui, merci. C'est vrai que c'est un gros chantier si on souhaite se lancer dans cette démarche à 100%. Oui, tout à fait. En tout cas, je pense que on vit dans une société qui aime bien les annonces coup de poing, les 100% territoire zéro déchet, zéro gaspillage, voilà, zéro déchet. Vraiment, le zéro déchet, ça n'est pas possible. On produit des déchets. Après, les déchets peuvent être recyclés, recyclables, etc. Mais on va continuer de vivre et d'avoir un impact sur l'environnement. Donc, les mots coup de poing massue, j'ai tendance à m'en méfier. Il faut savoir rester humble et éviter effectivement les annonces qui pourraient être prises comme du greenwashing et qui, pour le coup, sont contre-productives vis-à-vis du consommateur, à mon sens, à mon avis. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Voilà, je l'ai dit.
Merci. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous envoyer par email le support qui vous a été présenté. Je vous joins également quelques liens. Effectivement, j'ai noté les vidéos de sensibilisation à la certification. Le lien vers la webconf qui est menée le 27 octobre sur l'affichage environnemental par Avenir Certification. Et puis, vous aurez mes coordonnées sur le support. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais vous aviez des questions qui émergeaient par la suite. Merci à vous.